Pourquoi où vivre? Très rapidement, on déménage en France 4,7 fois dans nos vies en moyenne. Il y a quand même 7 millions, c'est-à-dire 10% des Français qui déménagent, qui changent de domicile chaque année, donc c'est pas rien. Parmi ces 7 millions, il y a quelques millions qui n'ont pas vraiment le choix de la localisation, donc ça va être des étudiants qui vont faire une étude spécifique, ou je vais suivre un emploi en particulier, ou je suis trop vieux, je vais à l'EHPAD, enfin voilà, j'ai pas le choix. Mais il y a quand même, ça laisse quand même quelques millions aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions, et notamment, et ça date même d'avant le Covid, hein, pour des raisons, on va dire, enfin il y a plusieurs raisons, mais une raison qui ressort pas mal, c'est une raison environnementale, d'accès à la nature, où on voit que quand même plus de la moitié des Parisiens envisagent d'habiter à la campagne, au plus près de la nature. Et ça date de avant le Covid, ça a monté pendant le Covid et c'est pas redescendu vraiment. Il y a toujours cette volonté-là de déménager. Mais nous, on est revenu un peu à la technique, c'est-à-dire au process. Quand on cherche à déménager, quand on cherche où vivre, on a donc des opportunités, on a des coups de cœur, on va avoir des contraintes aussi, mais on va entrer dans un système, c'est-à-dire c'est le système des annonces immobilières, le système où derrière on va avoir des logiques avec des grands acteurs qui vont nous faire entrer dans ce système-là. On va faire des annonces immobilières, des alertes, on va être sensible à des logiques de discours marketing de territoire aussi, qui vont nous dire venez là, c'est super, on est au cœur de l'Europe, ou venez habiter à Montpellier, venez habiter, on a des classements de villes, des palmarès, etc. On a aussi l'État qui intervient dans ce système, alors évidemment par les notaires, et il y a les banques aussi, hein, par les prêts, etc., les avantages fiscaux. Et l'État aussi, en termes d'aide à la décision, il va fournir un certain nombre de cartographies, notamment le dossier information acquéreur locataire. Quand on achète une maison, on a un dossier qui nous rappelle notamment tous les risques, donc naturels, industriels, etc., de type administratif. Hein. Et là, justement, nous, on ne trouve pas ça suffisant parce que, par exemple, il n'y a qu'un tiers des communes en France qui ont un PPRI, un plan de prévention au risque inondation, qui est approuvé. Pour les 2 tiers, il n'y a pas de cartographie. Donc, pour les gens, il n'y a pas de risque. Hein. Quand on regarde un IL, si on n'est pas sensibilisé à la chose, il n'y a pas de risque. Donc, il y a ce système-là. Et ce système, nous, quand on va dans les salons immobiliers, tech, etc., ils nous expliquent que effectivement, on va vers beaucoup de technologies, les visites en 3D, beaucoup de data, beaucoup de choses qui viennent comme ça pour rendre agréable l'acte de rechercher une nouvelle région, un nouveau logement, etc. Mais derrière, en fait, tout ce système-là, toute cette évolution du monde de l'immobilier et des territoires qui va beaucoup vers le marketing et la simplicité, s'éloigne, ça c'est notre hypothèse, de grands enjeux qui intéressent les Français et qui les questionnent et qui sont des attentes, en fait, des questionnements. Et ces grands questionnements, on en a recensé 8, et ces grands questionnements correspondent à 8 grandes thématiques dans notre application. Et pour ces 8 grandes thématiques, il y a de la data à échelle ultra fine et qui peut être de la data d'aide à la décision pour les gens, pour les citoyens. Donc ça va être le climat, évidemment. On n'est pas, enfin, pas mal. On est assez sensibilisé. On se dit, dans le futur, où est-ce qu'on va habiter pour pas subir le changement climatique. C'est pareil pour les pollutions. On parle beaucoup d'eau du robinet, on parle beaucoup de pesticides, on parle beaucoup de pollution des sols. Voilà. On parle beaucoup de pollution aussi industrielle ou des transports. Les risques. Alors c'est très administré en France. Hein. On a les risques naturels, les risques industriels. On a beaucoup de cartographie là-dessus. Sont-elles toutes complètes? Est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la raquette? Ou au contraire, parfois, est-ce qu'elles ne sont pas trop couvrantes? Et elles nous empêchent, ceux qui ont déjà fait des demandes d'extension de maison ou qui ont demandé des permis de construire, sont parfois tombés face à une sorte de rigidité administrative. Et puis il y a les risques émergents, hein. Il n'y a pas que les risques connus. L'environnement, donc là on respire un peu, c'est bien de vouloir habiter dans un PNR, un parc naturel régional, ou à proximité d'une zone Natura 2000 ou d'une aire protégée, mais qu'est-ce que ça signifie en termes d'avantages, d'inconvénients? Et qu'est-ce que la nature? Et là en fait, quand on pose la question qu'est-ce que la nature finalement, est-ce que c'est les contours des parcs naturels, ou est-ce que c'est la naturalité qui est objectivée par certains indices qui permettent de regarder avec les continuités écologiques où est réellement la nature? L'emploi, évidemment, où trouver du boulot, souvent c'est décisif. Et aujourd'hui, il y a un marché de l'emploi qui est caché
qu'on appelle caché, mais en fait, c'est quand on regarde l'enquête annuelle des besoins de main-d'œuvre qui est envoyée tous les ans à tous les employeurs, qui demande précisément quel type de poste vous voulez pour l'an prochain, quels sont vos besoins. On peut croiser ça avec les bassins d'emploi et identifier tous les secteurs où on recherche tel type de poste à tel endroit, et ça permet de partir des besoins des employeurs plutôt que de partir des offres. Quand on sait que plus de la moitié des emplois pourvus le sont en dehors des offres qui sont publiées. Les services, alors évidemment, déserts médicaux, comment on mesure ça exactement, toutes les campagnes ne sont pas logées à la même enseigne, les études, tout ça, ça s'objective avec les données de l'INSEE et des données OSM aussi. L'accès à ce qu'on appelle l'intégration, c'est plutôt, comme dirait Fourquet, l'archipel français, donc les revenus, l'insécurité, la densité de population, le vote, la couleur politique des collectivités locales. Ça peut être pertinent à prendre en compte quand on a un projet, on a besoin de l'appui local du maire ou de ses services. Et puis à la fin, simplement, arrive l'habitat, où l'habitat, finalement, c'est des fois la première question qu'on se pose, et ça va être des indicateurs sur le prix de l'immobilier, donc la DVF à échelle ultra fine, ça va être le prix des loyers, ça va être où bâtir, où est-ce qu'on peut encore bâtir aujourd'hui, ça va être toutes ces questions-là, et aussi comment, pour ceux qui ne peuvent pas forcément acheter ni accéder à la propriété, où louer, où accéder au logement social, largement sous-utilisé en France, et toute la question des friches et des habitats participatifs, où il y a des projets avec des gens qui attendent, des équipes de gens qui attendent d'autres gens pour entrer dans des projets d'habitat participatif. Et c'est pas que des trucs hippies, ça peut être aussi des trucs vachement réfléchis. Alors sur Où Vivre, nous ce qu'on fait, c'est qu'on va confronter l'individu en tant que chercheur individuel pour sa vie, pour sa propre vie, dans sa démarche individualiste de trouver son logement. On va le confronter aux indicateurs. Donc il va être face, il va mettre ses préoccupations par rapport à des chiffres et des cartes. Et là, c'est pas juste une émission de télé où il a été choqué, où il a été sensibilisé. Non, c'est vraiment les chiffres, on essaie d'être le plus scientifique, le plus rationnel possible. Il va éventuellement s'ouvrir à des lieux impensés. S'il met en face ses critères objectifs par rapport à des lieux impensés, il va se dire peut-être que finalement, je peux m'ouvrir à tel type d'endroit. Je n'avais pas pensé au départ, mais ça correspond à mes critères. Et évidemment, sécuriser ses choix, c'est éviter d'habiter dans une zone inondable ou une zone qui va trop souffrir de différents paramètres. Alors, où on en est aujourd'hui? On a lancé en 2023, donc on a une version grand public qui est professionnelle. On a un visualiseur, donc c'est un package. On a un visualiseur qui permet de superposer, donc c'est fait avec MViewer, qui a été développé par la région Bretagne en open source. 120 critères classés dans nos 8 grandes catégories. On a la compilation de critères, c'est-à-dire, je vais vous montrer après en image. On a le calcul d'accessibilité au service, je vais vous montrer, c'est les deux outils qu'on a. Et on est en train de construire, grâce à Corentin qui est au stand là-bas, les rapports à l'adresse. Je vais pouvoir rentrer une adresse et je vais sortir automatiquement un PDF avec toutes mes dates. Fréquentation, on est à peu près à 20 000 visites par an, une moyenne de 50 par jour, c'est assez régulier. On a du bouche à oreille, des retours en fait. On a des utilisateurs dans les stades qui restent des heures, donc on sent que ça y est, ils sont rentrés dedans et là ils sortent plus. C'est ceux qui commençaient à se faire des tableaux Excel parce qu'ils avaient plein de paramètres, là ils sont contents parce qu'ils trouvent vraiment de la matière. On a été un peu médiatisé, donc je mets les principaux, mais voilà, c'est surtout l'idée maintenant, c'est de sortir le livre. On est en train de finaliser le bouquin qui explique pourquoi des critères, pourquoi on a pris en compte les critères, comment les pondérer, comment réfléchir, comment se replacer dans un cadre plus large. Voilà, donc c'est notre modèle économique, et sachant qu'on a un modèle économique où on n'est pas dans l'urgence d'une start-up, puisqu'on a notre activité à côté avec nos clients industriels, etc. Alors, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Quelques exemples. Donc là, c'est par exemple les cambriolages. Il y a de la donnée en fait sur les cambriolages qui est très fraîche, qui est fournie par le ministère de l'Intérieur, où ça peut varier. En fait, ça c'est à échelle des carreaux de 200 mètres sur 200 mètres. Et donc, on peut faire des moyennes pluriannuelles et on peut voir, par exemple, là autour de Lille, en fonction des quartiers, ça peut varier de 1 à 20. Donc voilà, ça peut être intéressant de le prendre en compte si je décide d'acheter une maison à cet endroit-là. Bon, voilà, il faut aller. Et ça, c'est pas dans l'annonce immobilière. Sans doute bien. Autre idée, les zonages d'urbanisme. Alors ça sert à deux choses. Ça sert déjà à savoir où est-ce que moi je peux bâtir. C'est-à-dire, je vais cliquer sur les zones en rouge, et donc c'est les zones à urbaniser dans les documents d'urbanisme. Donc je vais savoir si c'est réservé par exemple au logement. Donc je vais pouvoir peut-être bâtir à cet endroit-là. Je vois la France entière, donc ça me permet de croiser tout ça avec mes autres sources. Et deuxième chose, ça sert aussi pour l'évolution du paysage.
C'est-à-dire, si par exemple j'ai trouvé une super maison ici, dans 20 ans, peut-être que là j'aurai 200 mètres de pavillon qui me sépareront du bocage. Donc c'est pas le même paysage là, mon paysage va évoluer. Donc c'est une manière stratégique d'utiliser cette donnée-là. Évidemment, on a la donnée DVF, les taxes locales, les zonages ABC, taxes sur les logements vacants, les loyers, les friches, l'habitat participatif, toutes ces choses-là. On a sur les besoins de main-d'œuvre, j'en ai un peu parlé, donc on clique sur tous les bassins d'emploi, on a la liste en fait des besoins de main-d'œuvre qu'on peut classer en fonction des métiers. Donc en gros, j'ai déjà un métier, je cherche un bassin d'emploi qui embauche dans mon métier. Donc là, j'identifie tous les besoins de main-d'œuvre. Ou alors, je m'intéresse à un bassin d'emploi et donc je vais peut-être me former pour correspondre au marché local en fait, qui est des besoins qui sont dans ce bassin d'emploi. Voilà. Ça, c'est les deux outils. Donc, vous ne voyez pas bien, mais il y a des zones en vert et des zones en jaune. En vert, là, par exemple, sur la carte de France, en vert sont gardées uniquement les zones non inondables, à moins de 15 minutes d'une gare en voiture et à moins de 15 minutes d'un médecin généraliste aussi en voiture. Mais je peux dire 15 minutes à pied d'une boulangerie, voilà, ça réduit. Hein. Je peux dire, je peux croiser, je peux décider d'habiter à 50 km d'une centrale nucléaire. Si j'ai peur de centrale nucléaire, je peux faire ma propre carte. En fait, ça permet cette compilation de cibler un peu sa recherche sur des critères objectifs. Et l'autre, c'est l'accessibilité aux services depuis une adresse. J'ai trouvé un bien, un terrain, quelque chose. Je vais cliquer dessus. Et ensuite, c'est calculé donc, avec... notamment sur la base de données OSM, donc piéton, vélo, voiture, où je vais avoir mes isochrones qui se dessinent. Donc ça, c'est facile, on peut l'avoir sur le géoportail de l'IGN. Mais par contre, ce qu'il n'y a pas sur le géoportail de l'IGN, je clique sur ma zone et j'ai un tableau qui s'ouvre et ça va me compter dans chaque zone qui est unique, propre à l'adresse, le nombre de gens déjà qui habitent à moins de 15 minutes à pied, par exemple, de chez moi. Ça peut être intéressant pour ouvrir une boulangerie, pour le coup. Le nombre de boulangeries, le nombre de médecins, le nombre de crèches. Donc, en fait, ça permet de faire un comparatif dans l'espace vécu et pas uniquement dans les limites administratives. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les limites administratives, dès qu'on peut les ignorer, on les ignore. C'est-à-dire on veut vraiment être dans l'espace vécu des gens, en fait. C'est vraiment, on s'adresse aux gens. Hop. Il y a des données qu'on crée nous-mêmes aussi. Donc, on n'a pas toujours la donnée. Donc là, c'est par exemple celle sur les pesticides agricoles. On en parle beaucoup en ce moment. Le sujet est vraiment sensible. Il y a des cartographies qui sont sorties il y a 2-3 ans, qui sont à l'échelle communale avec du rouge énorme, enfin qui font vraiment peur. On se dit, mais ma commune entière voilà, on va tous mourir là, c'est pas possible. Et en fait, on s'est dit, on va réappliquer cette même méthodologie. Donc la méthodologie, ça consiste à récupérer les données des déclarations PAC, en fait, hein, les données des agriculteurs, donc c'est les îlots, qui sont associés à des cultures. Et ensuite, on a les données Agrest, donc ministère de l'Agriculture, qui évalue par type de culture et par région le nombre, l'IFT ça s'appelle, c'est l'indice de fréquence de traitement, c'est le nombre de produits phyto qui sont appliqués à l'hectare par culture. Quand on croise les deux, on arrive à associer en fait à l'échelle parcellaire des expositions potentielles aux pesticides agricoles. On est obligé de mettre 3 années parce qu'il y a les rotations de culture et chaque année les agriculteurs ne déclarent pas forcément les mêmes contours, donc on ne peut pas jouer sur le... Alors il y a des méthodes qui commencent à être faites avec des projections en nid d'abeilles où on peut faire des moyennes comme ça, mais en fait on a préféré rester sur la donnée brute pour l'instant. On a évidemment des grands écarts, je pourrais vous montrer au stand, on a des grands écarts en fonction, on retrouve évidemment les régions viticoles, les moins condensées mais plus étendues, tout ce qui est betterave, pommes de terre dans le nord de la France et dans le bassin parisien, et évidemment le très concentré mais pas très étendu, pommes et Andros et tout ça, là, tous les trucs, la Drôme aussi. Dans la Drôme, il y a le meilleur et le pire, il y a aussi beaucoup de bio. Mais voilà. Le bio, c'est en hachuré. C'est la carte bio, donc c'est une autre source qu'on croise, qu'on met par-dessus. Voilà. Donc évidemment, tout ça est améliorable dans la méthode, mais en tout cas, ça permet de se dire, comme on sait aujourd'hui que les études montrent que ça se joue à la dizaine de mètres, hein, l'exposition, je me recule de 500 mètres, voilà, enfin, il y a les vents évidemment, mais il y a un côté pragmatique aussi, c'est pas une commune entière qui est toute rouge, c'est juste
ça va être des secteurs dans une commune, et puis si je me suis entouré de vert, bon, en gros, je suis moins exposé statistiquement. Ouais. Et on a une autre donnée, alors qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus... on s'est amusé à cartographier la vue, donc la vue sur mer. Donc on a pris la topo, c'est la topographie, et on a pris en compte les bâtiments avec leur hauteur, on a pris en compte la végétation avec le type de végétation et la hauteur moyenne, et on a pris 1,60 m, donc la vision humaine, et d'où est-ce qu'on voit des points dans la mer. Donc on a utilisé les outils qui sont utilisés pour définir les zones d'influence, d'impact visuel des éoliennes. Mais on les a détournés, on a mis plein de points dans la mer, tout autour, et on a dit d'où est-ce qu'on voit le maximum de points dans la mer. Et en fait, plus c'est bleu foncé, plus on voit la mer. Alors, évidemment, on a tout de suite voulu croiser le résultat avec les données urbanisées pour voir combien il y a de gens qui ont la vue sur mer de chez eux, par exemple. Ou alors, dans les zones A urbanisées, est-ce qu'il reste encore des endroits où on peut construire avec la vue sur mer? Il y en a. Mais alors, il y en a peu, quoi. Vraiment, ça se compte en hectares sur la France. Hein. Il y en a vraiment peu, quoi. Après, ça peut être améliorable parce que ça ne prend pas en compte ça prend en compte les hauteurs de bâtiments, mais ça ne prend pas en compte si j'habite à un étage, en fait, si je construis des étages. Donc on n'est pas à l'échelle de finesse non plus de donner... voilà. Mais c'est... Oui, ouais, par exemple. Divulguer, ça, c'est dangereux. De toute façon, il n'y a plus rien à faire. Là. Ils vont créer un impôt. Ah, c'est possible. L'impôt de vue, d'ailleurs, c'est pas encadré. L'impôt sur la vue. Ah ouais, c'est vrai que ça n'existe pas. Ils vont créer un impôt. Alors, on a fait aussi, pour les gens moins fortunés, la vue sur la chaîne des Pyrénées. On a pris à 1000 mètres, on a fait une ligne comme ça de 1000 mètres d'altitude. Et donc, c'est tous les endroits où on voit la vue balcon un peu sur les Pyrénées. Et là, pour le coup, il y a encore plein d'endroits pas chers, voilà, qui sont accessibles, quoi. Voilà. Et peut-être. Après, il faut croiser, il faut voir. Qu'est-ce qu'on a utilisé en au vif? Donc déjà les fonds de plan, parce que MViewer qu'on utilise des fonds de plan OSM qui sont Positron, Dark Matter et OpenStreetMap basique. Le positron est le plus utilisé, alors c'est via CartoDB qui retravaille en fait ces fonds de plan. On est en train de réfléchir à évoluer en fait sur d'autres types de fonds de plan qui seraient mieux, puisque par exemple le positron, si je suis un peu loin, il va m'afficher une commune à côté de la commune principale. Ça n'a pas été priorisé en fonction de la population forcément. Je crois qu'il affichait en anglais à un moment les régions. Enfin, c'est pas hyper optimal, mais bon, ça fait un fond de plan quand même qui est là. On l'a pas changé. On va dire qu'on l'a pas customisé celui-là. Et après, évidemment, infrastructure de transport. On a utilisé donc les routes, les gares, les bornes de recharge pour véhicules électriques, les arrêts de bus, les casernes de pompiers, les postes de police, les aires de covoiturage. Les éoliennes, les lignes électriques, les aéroports, etc. Donc on a utilisé des données OSM qu'on a croisées avec les données BD Topo principalement, et on a vu que parfois la complétude était plus pertinente côté OSM, voire de l'autre côté, voire les deux. Pour les éoliennes, c'est une association des deux bases, hein. C'est vraiment les deux, hein, et elles étaient plus complètes l'une que l'autre. Surtout que ce n'était pas les champs d'éoliennes qu'on voulait, c'était chaque mât d'éolienne vraiment. Donc les exploitations des données pour les intégrations, alors c'est pas mon rayon à moi, mais par contre je sais qu'on a utilisé donc effectivement des outils pour créer en fait alors ceux des fonds de cartes déjà qui sont là. Et après il y a l'outil d'OSM tout simplement pour extraire thématiquement. J'extrais toutes mes éoliennes, voilà, et puis après je crois. Après c'est du nettoyage quoi évidemment, puisque on a toujours les défauts associés, mais qui sont à toutes données, quoi, hein. Il y a toujours le problème de la qualité, de la complétude, de la mise à jour. On est dans un outil, du coup, qui est dans une démarche, nous, qui s'adresse aux citoyens. Donc, on n'a pas, on n'a pas la contrainte, on va dire, institutionnelle de tous les circuits de validation. On donne des faisceaux d'indices parce qu'on s'adresse aux citoyens. Donc, ça nous permet cette certaine liberté quand même. On explique que c'est des faisceaux d'indices, qu'il n'y a pas de vérité absolue en fait dans la donnée. Mais c'est pour ça que voilà, c'est intéressant. Et évidemment, le moteur de routage avec le Valhalla qui permet de faire les calculs d'isochrone selon la modalité du mode de transport et du temps. Alors quand je regardais hier l'exposé sur les pistes cyclables, en fait il y a tellement d'interprétations de comment sont définies les pistes cyclables dans les tags que
Je ne sais pas comment fait Valhalla en fait pour prendre. En tout cas, il n'emmène pas les piétons sur les autoroutes. Et oui, et ni les vélos, donc ça va. Mais voilà. Et enfin, oui, donc avantage. Bon, j'en ai parlé déjà. Hein, licence libre, richesse, communauté active, ça, voilà. Inégalité spatiale des objets, absence de données critiques ou sensibles. Alors ça, ouais, c'est des trucs. Nous, on a certaines données qu'on ne peut pas avoir dans l'OSM, qui ne sont pas, alors qu'elles nous sont pertinentes dans certains cas. Donc on est obligé de faire autrement ou de recréer notre propre donnée. Le fonctionnement, donc ça vous pourrez le voir dans le récupérer, mais en gros, des ingrédients à la cuisine, les plats, hein, c'est un peu comme l'exposé d'hier sur le cuisinier. Donc on a toute cette data qui rentre dans QGIS, qui est traitée via QGIS, qui rentre dans une base de données. On a quoi, 300 gigas, hein, je crois, un backup, un peu plus maintenant. Donc on veut garantir à nos utilisateurs qu'il n'y ait pas de bug, on n'est pas branché sur des flux, on intègre les données. Et ensuite, on a à la fin 3 plats. On a l'appli, explorateur, compilateur, accessibilité. Donc ça, c'est vraiment côté appli MViewer. Le site web, donc le WordPress, qui est associé aussi au rapport. Donc la génération automatique de rapports PDF vient interroger les données dans la base aussi. Et évidemment, le chatbot, j'en ai pas parlé, mais on parle pas beaucoup d'IA là. J'ai pas vu de truc sur l'IA. On a créé une petite IA qu'on a maîtrisée, c'est-à-dire c'est une IA générative qui permet de discuter pour naviguer dans la complexité de tout ça en langage naturel. Mais le gros intérêt, on a découvert ça, c'est qu'il y a des services qui proposent de totalement cadrer la sphère informationnelle de l'IA. Et donc on lui donne tout notre contenu à nous, ce qui fait qu'elle est forcée de répondre et de rester dans le cadre. Ça, c'est super puissant parce que ça évite, dans un outil comme Où Vivre, quand on se dit Où Vivre, etc., on tombe tout de suite sur du marketing, du classement, du label, du palmarès, des trucs de communication marketing qui viennent des territoires ou du monde de l'immobilier. Et donc, ça détourne tout de suite de l'approche rationnelle qu'on veut mettre en avant. Et là, en fait, on a ce chatbot, il est vraiment, vraiment sympa. Et évidemment, on utilise après la base de données, c'est toujours c'est notre cœur quoi, qui permet après de faire un bouquin, de faire des articles avec nos données, de les croiser avec d'autres infos. Et voilà, je crois que c'est fini. Donc après, la démo, bah là, on n'a pas trop le temps parce qu'il est 26. Mais on peut vous peut-être répondre aux questions s'il y en a. Je peux vous montrer après la démo si vous avez. Oui. Est-ce que vous prenez en compte la pollution sonore ? Alors, on a pollution sonore, justement, on en parlait. Pour l'instant, on n'a que les PEB aériens parce que c'est les données qui sont diffusées, les plans d'exposition au bruit. Il existe, il n'y a pas de servitude, sinon on l'aurait récupéré. La vitesse moyenne, en fait, on a une donnée qui est ancienne, qui date de 2019 et qu'on n'a jamais retrouvé de données plus fraîches. Et j'ai cru comprendre que TomTom faisait... Alors, en tout cas, il propose des services qui permettent de le faire, mais je crois que si on veut la France entière, on explose un peu les crédits qui sont diffusés. Et l'administration ne diffuse pas, à notre connaissance, de données ni sur la fréquentation et le trafic routier, ni sur le bruit potentiel. Mais on avait participé à un mappathon ou enfin un truc avec le ministère de la Santé il y a 2 ans autour de Bordeaux, là justement à la Cube. On avait analysé. Il y a une méthodologie. Il y a à Lyon aussi, ils ont ça. Il y a des méthodos, mais on attend en gros que le CEREMA ou d'autres acteurs se mettent là-dessus pour publier une donnée parce que c'est complexe. Hein. Il y a jour, nuit, origine industrielle, origine domestique, voilà. En fait, trafic, ça change énormément, mais cette idée-là, c'est vrai qu'on ne l'oublie pas. Après, par contre, il y a des prescriptions dans certaines communes qui sont mises en place autour des voies rapides pour le bruit, mais qui sont très parcellaires. On va avoir une commune remplie, puis l'autre qui ne l'aura pas diffusée, puisque les prescriptions sont dans les PLU, et les PLU sont posées par les communes. Oui. Sur le bruit, tu as la SNCF qui fait des enquêtes régulières. Ah oui. J'habite pas très loin d'une ligne de chemin de fer, ils passent Ok. souvent, ils captent, ils font une moyenne sur les données. Ok, ça peut être intéressant, ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Oui. Alors moi j'ai une culture d'urbaniste et un aménagement de territoire. Ouais. Et je pense qu'il y a un point qui me paraît important, c'est le poids relatif des indices selon les territoires. C'est-à-dire qu'en fait il y a des thématiques qui vont devenir majeures et très préoccupantes. En fait c'est ce que j'appellerais le seuil de décrochage.
et qui fait que ça devient exacerbé. Par exemple, bon, j'ai compris que la notion de sécurité était agrégée, alors ça m'a surpris, sur la notion d'intégration. Ah non, non, c'est pas le même. Enfin, c'est. Ah, d'accord. Okay. Là, on est sur prendre en compte le facteur humain. Oui. C'est juste pour utiliser qu'un mot. La synthèse, d'accord. Pour pas dire après, humain, vivre avec d'autres humains. Oui, oui, oui. Et après, je pense qu'il y a, donc sur la notion de confort, il y a la relation au temps. Et je ne l'ai pas entendu non plus. En fait, le problème, c'est qu'il y a des territoires où, en fait, j'ai ma fille, par exemple, qui est parisienne, le budget temps est explosé. Oui. Et là aussi, donc, on se retrouve avec des notions de décrochage, c'est-à-dire que ça devient invivable, il y en a qui disent, bon, ben, c'est plus possible. Oui. Voilà, si on cumule tous les éléments, et effectivement, il y a des fuites. Par exemple, les familles qui n'ont pas d'espace vert, machin, etc., et que, en plus, sur des commodités, place de stationnement, donc c'est la ville qui devient hostile à la voiture, dès que tu commences à avoir 3 enfants en plus, c'est intenable. Oui. Bon, ben, non. Ah oui, oui. Totalement. Ben, la ville permet, en fait, on parle beaucoup de la ville du quart d'heure, justement, en urbanisme. En fait, elle existe en théorie un peu dans certains centres-villes, mais dès qu'on s'en éloigne, c'est un quart d'heure en voiture déjà. Et puis, en fait, on paye en nuisances liées à la surpopulation le service qu'on peut avoir 24/24. Je peux aller acheter un pot de moutarde à 4h du mat au Franprix, s'il est ouvert, il y en a. Et par contre... dans la vie quotidienne, si je veux accéder à une expo ou à des choses comme ça, je vais devoir prendre en compte la foule, le monde, le temps d'attente. Et ces choses-là, elles sont difficilement cartographiables. Mais c'est vrai que c'est comme la culture ou d'autres choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas objectiver. Mais quand on a la cartographie de la densité de population, ça donne quand même quelques indices. Je crois qu'il y a sur Cat ou Waze, il faudrait voir là, sur tous ceux qui sont capables d'agréger en fait, le temps cumulé, que ce soit en file d'attente dans les services administratifs ou au contraire dans les embouteillages. Donc, des enfutés ou je ne sais quoi, là, qui cumulent tous ces trucs. Oui, c'est sûr que c'est des... Après, sur les transports, il y a vraiment tout un champ à fouiller sur les déplacements et la mobilité, particulièrement, en prenant en compte à la fois un transport individuel et collectif, et finir à pied. Enfin, on peut avoir entre des logiques comme ça. C'est sûr. Je vais laisser la place, peut-être. Merci bien. Merci.